Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition le 28 février 2020. Il y a un an aujourd'hui, le premier cas positif de Covid-19 était confirmé en Pays de la Loire par l'Agence régionale de santé. Un an après, cette pandémie mondiale a changé notre quotidien et notamment celui des étudiants. Avec la fermeture des universités, certains ont vécu leur année derrière leurs écrans. Pour d'autres, les perspectives d'emploi se sont assombries avec des entreprises de plus en plus frileuses à l'idée d'embaucher. Reportage avec deux jeunes Vendéens, signé Alexia Janet. Avoir 20 ans en 2021, c'est loin de faire rêver. Emma est étudiante en LEA à La Roche-sur-Yon. Elle parle aujourd'hui de conditions difficiles, que ce soit pour suivre ses études ou dans son quotidien. Au niveau des interactions sociales, il n'y en a pas beaucoup, hein. À part les caissières quand on va faire les courses, mais c'est tout, quoi. On est coincé en fait, c'est insupportable. On peut rien faire et faut juste attendre en fait. Attendre qu'on nous donne des consignes qui n'ont plus ou moins de sens. Et c'est vraiment long et pesant. Une jeunesse difficile à vivre pleinement à cause d'un manque de liberté et de liens sociaux, mais aussi, selon elle, d'un manque de reconnaissance de la part du gouvernement. J'ai l'impression qu'on est un peu mis de côté, enfin, on est vraiment une catégorie on verra en fait. À chaque fois qu'il y a des nouvelles annonces, les crèches, les collèges, les lycées, etc., ça va être comme ça, pour le télétravail, ça va être comme ça, pour les EHPAD, comme ça. Et nous, à chaque fois, on est là, on attend. Et on attend qu'on nous donne un signe de vie. Oui, au fait, les facs, débrouillez-vous. Du coup, nous, on a des annonces qui sont faites bien en retard. Et c'est hyper handicapant. Une situation qui laisse de nombreux jeunes inquiets face à l'avenir qui les attend. Olivier, lui, est diplômé d'un BTS dans le commerce du textile. Il a débuté en septembre une licence en alternance dans le domaine des assurances. Sauf que le deuxième confinement est passé par là et a modifié ses projets d'études. J'ai dû arrêter mon alternance 2 jours avant le deuxième confinement du mois d'octobre. Et donc à la suite de ça, je suis revenu sur mon expérience du commerce en vente textile. Et il se trouve que j'ai perdu mon emploi il y a 2 semaines de par la crise sanitaire. Et l'envie, comme je vous l'ai dit, de continuer mon alternance en septembre, c'était de viser un bac+3, pouvoir encore avoir une expérience en entreprise. Et tout ça a été beaucoup moins possible avec le Covid. Donc je me suis résigné à me lancer beaucoup plus tôt sur le marché du travail. Aujourd'hui, il essaye de retrouver un emploi, pas toujours évident de se faire embaucher en cette période. Pour lui, le plus difficile dans cette histoire, une incertitude, on ne sait pas si demain on aura plus de liberté, moins de liberté, et un peu une lassitude de tout ça et une envie de mieux, voire de retour à la vie normale. Le mal-être des jeunes se fait aujourd'hui de plus en plus ressentir. Malgré tout, Emma et Olivier se veulent confiants quant à l'avenir qui les attend, car c'est notamment sur leurs épaules que se construira le monde de demain. Un an après, le virus est donc toujours bien présent en Vendée. L'agglomération des Sables-d'Olonne vient ainsi d'organiser une campagne de dépistage ce samedi, une opération alors que la ville a vu sa population augmenter ces dernières semaines en raison des vacances scolaires, de la météo et du vent des globes. On voudrait bien finir avec tout ça et on est convaincu qu'en prenant des précautions puis en faisant les tests, c'est comme ça qu'on y arrivera. Nous, habitants des Sables, on a un petit peu peur avec cet afflux de monde, mais bon, ça a l'air de bien se passer, les gens cohabitent bien et je pense qu'il y a une prise de conscience des gens assez importante. C'est sûr qu'étant résident des Sables-d'Olonne, je vois qu'il y a beaucoup de monde, donc un peu plus pour moi, je me sens un peu plus sensibilisée, donc je fais l'effort d'être encore plus vigilante et je me dis je viens me faire dépister. Et sur les 580 personnes venues se faire dépister, seules 2 ont été testées positives, dont une au variant anglais. Et puis à Noirmoutier, une autre campagne de dépistage se tiendra pendant 2 jours à partir de demain à la salle Salangane de l'Épine. L'objectif est également de contenir la propagation du virus, alors que le taux d'incidence y est 3 fois supérieur au reste du département. Dans le reste de l'actualité, hommage ce dimanche à la Faute-sur-Mer, 11 ans après Xynthia. Devant le mémorial des victimes de la tempête, quelques élus et représentants des familles des victimes sont venus honorer la mémoire des 29 disparus de la commune en février 2010. Une cérémonie, vous le voyez sur ces images, en petit comité en raison de la crise sanitaire.
On s'en souvient tous les jours quand on travaille justement pour la résilience à la Faute-sur-Mer et pour imaginer une autre vie sur notre territoire. On a aujourd'hui justement cette conscience de la sécurité, du besoin de sécurité, du savoir-vivre dans des territoires qui peuvent être inondés. Voilà, il ne faut pas oublier, on doit cultiver cette mémoire et il faut surtout que ceux qui restent n'oublient jamais. Il y a une prise de conscience qui s'est traduite par des plans de prévention de risques d'inondation, des risques naturels, des mesures au niveau de l'habitat pour que les gens qui sont en zone rouge, donc en zone dangereuse, puissent faire des étages, des zones de survie. Localement, à la Faute-sur-Mer, effectivement, tout a été pris en compte avec des systèmes d'alerte. Par contre, on peut estimer que dans divers endroits de France, les intérêts économiques sont encore prioritaires et la prise de conscience n'est pas encore tout à fait généralisée. Économie à présent, nous l'évoquions ce midi, Olivier Dussopt, le ministre délégué aux comptes publics, était en visite en Vendée ce lundi. Il s'est tout d'abord rendu au centre des finances publiques de Fontenay-le-Comte, puis a visité les locaux de l'entreprise Quentin à la Chaise-le-Vicomte, lauréate du plan de relance. Plus d'explications avec Samuel Grasset qui a suivi cette visite ministérielle. 400 millions d'euros, chiffre rappelé ici à la Chaise-le-Vicomte par le ministre délégué aux comptes publics, Olivier Dussopt. C'est le montant des aides accordées depuis près d'un an maintenant par l'État aux entreprises vendéennes touchées par la crise sanitaire. Des aides d'urgence qui vont continuer à assurer le ministre. L'État est présent auprès des entreprises tant que la crise est là. Et nous l'avons démontré en prolongeant des dispositifs qui avaient été mis en place au mois de mars l'année dernière. Tant que nous devrons être présents, nous le serons. Mais nous avons un objectif, un espoir, et la vaccination y participe, c'est de sortir de la crise pour qu'on puisse retrouver une activité normale. Des aides d'urgence auxquelles s'ajoute le plan de relance de 100 milliards d'euros qui vise à accompagner le développement des entreprises. Parmi les bénéficiaires, l'entreprise Quentin, spécialisée dans l'automobile et notamment la transformation et la fabrication de véhicules pour le transport de personnes ou de marchandises. L'entreprise vendéenne a bénéficié d'une aide de 800 000 euros. Le plan était déjà programmé. Les outils financiers pour activer ces investissements-là étaient sur les tablettes, mais rien n'était activé. Le gros point positif, c'est que ça nous permet de faire les choses qu'on avait prévues sur on va dire un court terme, voire un moyen terme plutôt, en très très court terme. Fin 2021, là où on avait pour objectif d'être opérationnel sur 2022-2023. Olivier Dussopt s'est aussi rendu à Fontenay-le-Comte. La ville a été retenue pour accueillir un service national des finances publiques dédié aux entreprises. 25 postes vont donc être transférés d'Île-de-France ici en Vendée. Nous participons aussi à revitaliser, à ramener des familles, à ramener des emplois dans des centres-villes et dans des villes de taille petite ou moyenne. Les agents qui viendront ici sont des agents volontaires. Il est hors de question de déplacer autoritairement des agents, ça ne se fait pas, ça ne serait pas respectueux. Mais partout où nous installons ce type de service, les premiers vont être créés en septembre 2021 et les derniers en janvier 2023 puis septembre 2023, nous avons plus de candidats que de places disponibles. Parce que le fait de vivre dans une ville petite ou moyenne est devenu un vrai argument de qualité de vie. Olivier Dussopt qui tente donc de rassurer face à une réorganisation de l'État et de ses services qui suscite parfois des interrogations parmi les fonctionnaires. Au chapitre agriculture, la Confédération paysanne de Vendée a organisé récemment une opération ferme ouverte à Essart-en-Bocage. Au cœur des discussions, les conséquences des accords de libre-échange sur la filière viande bovine en France. Les éleveurs vendéens dénoncent ainsi une concurrence déloyale des produits importés et un manque de revenus pour les fermes françaises. On voulait nous vraiment remettre dans l'actualité l'enjeu de la rémunération des éleveurs de viande bovine et la pérennité de ces fermes-là au regard des décisions politiques actuelles. Donc accord de libre-échange, mais également négociations commerciales et loi Egalim et discussion autour de la future PAC. Comment avec ces différentes décisions politiques on arrive à orienter le modèle allaitant et le modèle de l'agriculture française dans un sens ou dans un autre et est-ce qu'on arrive à installer ou pas, est-ce qu'on arrive à pérenniser les fermes ou pas. Ouvrons à présent une page sport avec cette initiative de la ville de Saint-Hilaire-de-Riez en faveur des sportifs de haut niveau, qu'ils soient valides ou en situation de handicap. Et depuis 2011, la commune sponsorise ainsi ses athlètes pour leur permettre de se développer et de bénéficier des infrastructures nécessaires. Aujourd'hui, 5 sportifs sont signataires de ce partenariat.
Il y a un soutien matériel, on a eu l'exemple tout à l'heure avec Emma Louineau. Donc la ville lui a mis à disposition une salle afin qu'elle puisse s'entraîner tous les jours. Étant donné que c'est une sportive de haut niveau, elle a besoin de s'entraîner tous les jours. Il y a une aide financière quand même. Moi je commence pas à me sentir mal vis-à-vis de mes parents, mais ça reste un coût, je suis encore jeune, donc c'est à la charge de mes parents pour l'instant. Donc ça me réconforte par rapport à ça aussi. Et oui, c'est un soutien moral, donc comme je l'ai dit, effectivement oui. Et parmi les autres sportifs accompagnés, Gladys Lemoussoul en paratriathlon, Stéphane Houdet et Gaëtan Mangui en tennis fauteuil ou encore Luc Guimberto en voile. Et justement, en voile, le Vendée Globe est sur le point de se terminer. Hier matin, c'est Alexia Barrier qui a bouclé son premier tour du monde en solitaire en 24e position après 111 jours, 17h03 en mer. La navigatrice touchée au dos depuis 2 semaines est allée passer quelques examens à l'hôpital quelques minutes après son arrivée. Aucune fracture n'a été détectée. Il ne reste donc plus qu'un seul marin encore au large, Harri Uusela. Le Finlandais de 58 ans refermera ainsi cette 9e édition à la 25e et dernière place. Il est attendu samedi prochain. C'est la fin de cette édition. Je vous laisse justement sur ces images réalisées ce week-end des différents bateaux du Vendée Globe encore à quai à Port-Olona. Ouvert au public, les pontons font le bonheur des passionnés de voile et des curieux ces derniers jours. Bonne soirée sur TV Vendée.